Nous sommes dimanche 21 mai 2023, vous êtes dans le 13h de RTI 1, bonjour et bienvenue. Hier samedi, la CEI a reçu les partis politiques, les acteurs de la société civile et les ONG pour leur remettre la liste électorale provisoire. D'après l'instance en charge des élections, au cours de cette révision, près de 715 000 nouvelles demandes d'inscription ont été reçues et elle dit avoir relevé de nombreux cas de fraude. La journée mondiale de la métrologie a été célébrée hier 20 mai. La métrologie qui est la science des mesures. À l'occasion du message du gouvernement a été lu par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME qui annonce un renforcement du dispositif des instruments de mesure. Vous l'entendrez. Les représentants de l'armée soudanaise et des paramilitaires des forces de soutien rapide ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine à partir de lundi. Selon Washington, les deux parties se sont également engagées à ne pas intensifier leurs affrontements d'ici lundi soir et ont également promis de faciliter l'acheminement et la distribution d'aide humanitaire. Les 27 et 28 avril dernier, le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a abrité la 6e édition du Salon international de la géomatique. Un salon pour mettre en avant l'apport indéniable de la géoinformation dans la transformation numérique de l'économie des nations, surtout en Afrique, mais aussi de montrer son utilité dans notre économie et son impact dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Justement, comment la géomatique peut-elle être un outil de bonne gouvernance pour le développement de notre pays? Aujourd'hui, dans le cadre du magazine du dimanche, je reçois le directeur de l'ingénierie et du numérique au CNTIG, le Comité national de télédétection et d'information géographique. Monsieur Jacob Aounou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur. Tout va bien, ça va, le salon s'est bien déroulé? Le salon s'est très bien déroulé. D'accord, on en fera un bilan tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas dans une demi-heure. Merci. À tout à l'heure, monsieur Aounou. La date des prochaines échéances électorales est connue. C'est le 2 septembre prochain et le fichier électoral compte près de 8 millions d'électeurs. L'annonce a été faite hier par la commission électorale indépendante qui rencontrait les partis politiques pour leur remettre la liste électorale provisoire. La CEI estime avoir obtenu un fichier fiable pour les élections locales à venir. Les précisions de Sidonie Davila. La commission électorale indépendante dévoile la liste électorale à environ 4 mois des élections locales. Une liste provisoire dans laquelle on dénombre 8 16 796 électeurs, soit une augmentation de 531 714 électeurs comparé à la liste électorale définitive de 2020, sur laquelle figurent 7 485 082 électeurs. Les 8 16 796 électeurs provisoirement inscrits sont, selon le genre, répartis ainsi qu'il suit. 3 886 425 femmes, soit 48,48%. 4 130 371 hommes, soit 51,52%. Au cours de cette séance d'information et de sensibilisation avec les parties prenantes que sont les groupements et partis politiques, sociétés civiles, organisations non gouvernementales, la CEI dénonce quelques irrégularités. La commission électorale indépendante a fait le désagréable constat d'une fraude massive, aussi bien sur les attestations de résidence que sur les cartes d'électeurs qui devaient servir à des milliers de citoyens de changement de lieu de vote en ligne. Ainsi, sur 36 290 demandes de changement de lieu de vote en ligne, seules 9 486 se sont avérées régulières. 26 804 réalisées au moyen de fausses attestations et de fausses résidences et de fausses cartes d'électeurs ont donc été rejetées. Un travail fort apprécié par les uns. Au nom des personnes en situation de handicap, nous nous réjouissons que nos préoccupations aient été prises en compte. À l'explication, la commission électorale nous a convaincus dans la mesure où ils ont fait un travail scientifique, un travail rigoureux. Nous avons apprécié et nous avons salué et félicité la CEI pour la qualité du travail qui a été mené pendant ce recensement. Parce que vous vous souvenez que lors du recensement, la CEI nous a fait des facilités en prolongeant le délai,
en faisant en sorte qu'on puisse s'inscrire avec le certificat de nationalité. Pour les autres, c'est la déception. Le président Gbagbo est allé s'inscrire volontairement sur la liste électorale, son nom n'est pas sorti. Pourquoi ce n'est pas sorti? Et comme ce n'est pas sorti, nous là, on nous retire de la cérémonie. La réponse de la CEI sur le retrait du président du PPACI, Laurent Gbagbo, est claire. L'article 4 dit « ne peuvent être sur la liste électorale que les électeurs. Or, pour être électeur, il faut jouir de ses droits civils et politiques, être ivoirien, âgé de 18 ans. » Cette année, le ministère de la Justice nous a donné une liste de 11 000 personnes déchues de leurs droits civils et politiques. Ce n'est pas un acharnement quand on parle du président Gbagbo. La liste électorale provisoire a été remise officiellement aux partis politiques sous forme numérique au terme de cette rencontre. Travailler en toute transparence pour des élections apaisées, le leitmotiv de la CEI. L'institution se réjouit d'un travail bien accompli et invite les acteurs à participer à la phase de réclamation et contentieux qui s'ouvre du 1er au 10 juin prochain. Un reportage de Sidonie Davila et Lamine Dramé. Des parlementaires visitent l'école de police de Korogo et l'université Peleforogon Coulibaly pour s'imprégner de leur fonctionnement. C'est dans le cadre du programme de visite des infrastructures par le Sénat de Côte d'Ivoire. Programme qui est à sa deuxième phase. Depuis Korogo, Kader Sogodogo nous en dit plus. Makane Diaby, vice-présidente du Sénat, représentante du président de l'institution Jeannot Ouzou-Kouadio, à la tête d'une forte délégation du Sénat, est accueillie à l'école de police de Korogo. Ouverte en 2020, l'école forme des sous-officiers, des officiers et commissaires de police. Cette mission vise à avoir un aperçu des conditions de travail et de formation dans ce pôle de formation de policiers. Du personnel d'encadrement très compétent. On voit des généraux, on voit des commissaires divisionnaires, des commissaires qui forment, qui encadrent et avec les champs de tir, c'est-à-dire que c'est une formation complète. Je dis merci au président de la République qui a une vision de développement de ce pays qui passe par la paix et la protection des hommes et des biens. Un autre centre, l'université Peleforogon Coulibaly. La lettre et l'esprit demeurent, voir de plus près pour comprendre et connaître. On nous a dit que c'est une université rurale qui s'occupe du monde rural, de l'agriculture. Mais écoutez, pour nous, c'est du nouveau. Et tout à l'heure, moi, dans mon plaidoyer, j'ai insisté pour que le budget de fonctionnement de cette université soit augmenté pour leur permettre, je te dis, d'être beaucoup plus performants. L'université, en son temps, était une unité d'enseignement supérieur rattachée à l'université de Bouaké. C'est une réussite. Il faut qu'elle continue. La dernière étape de cette mission du Sénat à Korogo sera consacrée au sport, la Coupe d'Afrique des Nations de football à venir, avec le stade Amadou Gon Coulibaly qui est sorti de terre sur le financement de l'État de Côte d'Ivoire. La journée mondiale de la métrologie est un événement qui se déroule le 20 mai pour célébrer le système international d'unité. C'est la célébration de l'anniversaire de la signature de la Convention du Mètre en 1875. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la qualité sanitaire des aliments mis à la consommation par le renforcement des analyses chimiques et biologiques. Le dispositif des instruments va être renforcé également. On écoute le message du gouvernement. Selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, la sécurité alimentaire suppose une bonne maîtrise des instruments de mesure, des instruments fiables et du personnel qualifié. Le gouvernement ivoirien, à travers sa matrice d'action 2023, accorde une place de choix au département du commerce en initiant un programme de dons de 30 000 balances et 5 000 bascules à l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, au CPV, au profit des coopératives de production, de ravitaillement et de commercialisation des produits vivriers, en vue d'assurer la maîtrise des quantités sur le marché. Tout en œuvrant à l'amélioration de la compétitivité des entreprises, il en appelle à l'implication de tous les acteurs, notamment les associations de consommateurs et les opérateurs économiques. L'État se dotera dans les semaines à venir d'un camion étalon mis à la disposition de la direction de la métrologie, de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
Pour soutenir les filières cacao, café, coton, anacarde, palmier à huile et EVA, en garantissant la fiabilité du paysage dans le but d'augmenter le niveau de revenus du producteur. Toutes ces actions déjà entreprises par le gouvernement visent à contribuer et à accompagner toutes les initiatives pour la promotion, la vulgarisation de la météorologie et son application dans tous les domaines de la vie active. Les mots de Souleymane Diarra-Souba ont été recueillis par Lanciné Bakayoko, chef du service économie de la rédaction de RTI. À présent, allons faire un tour à la mine d'or de Yaouré, dans le département de Boisflé. Une mine d'or dont la construction est achevée et qui vient d'être inaugurée en présence de Mamadou Sangafoa Koulibaly, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Voici le reportage de Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. L'exploitation minière artisanale, un facteur de la destruction et l'appauvrissement des terres cultivables dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Quelles sont donc les dispositions prises pour freiner ce mal? Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie est revenu sur cette question dans son point presse après la visite des sites d'exploitation de la mine d'or de Yaouré. Je vais encourager les jeunes Ivoiriens en général et surtout les jeunes dans les localités où il y a des réserves, de eux-mêmes s'intéresser à l'exploitation semi-industrielle et artisanale, plutôt que de se rendre complices d'orpailleurs venus d'ailleurs, et puis après, les conséquences sont dommageables pour tous. Mamadou Sangafoa Koulibaly d'annoncer ses prochaines activités pour le retour de la normalisation dans le secteur minier ivoirien. 99% des orpailleurs illégaux dans le pays s'installent avec la complicité de personnes dans les localités. Seul 1% s'installe de force et à l'insu des communautés dans les localités. Nous allons envisager une solution alternative pour qu'au bout du compte, les coopératives dans ces localités elles-mêmes s'intéressent à demandent des autorisations, qu'on les installe et qu'elles exploitent leur richesse par eux-mêmes, mais dans des conditions cette fois-ci qui soient respectueuses de l'environnement et qui tiennent compte de la sécurité dans notre pays. Le ministre Sangafoa Koulibaly félicite également les jeunes dont les activités minières répondent à la vision de son ministère. C'est un drame vécu récemment par les habitants du village de Kwapekou, à une dizaine de kilomètres de Gagnoa. Il y a eu mort d'hommes par intoxication alimentaire et des personnes sont même encore hospitalisées. Le directeur de l'Institut national d'hygiène publique a fait le point aux journalistes. Occasion pour professeur Beignet Bivre-Joseph d'appeler les ménages et la restauration collective à observer absolument les règles d'hygiène. C'était au micro RTI 1 de Didier Nguessan. De 2009 à 2022, 442 personnes ont présenté une infection alimentaire collective selon l'Institut national de l'hygiène publique. 2023 enregistre déjà 131 cas d'intoxication alimentaire, dont 32 décès, soit 24,4% de létalité. Ces cas sont survenus aussi bien dans les ménages que dans la restauration collective. À Abidjan, la vente d'aliments à l'air libre foisonne et les conditions d'hygiène laissent souvent à désirer. Mais ce vendeur de sandwich apporte un minimum de soins avec son chariot vitré. On a bien protégé, on a fait la caisse avec les vitres concernant la poussière et puis concernant les mousses. Maman Adja vend du tchèp depuis une vingtaine d'années. Ses clients ne semblent pas se plaindre de l'hygiène. De son côté, gants sur les mains et takeaway pour ses clients, la commerçante s'efforce d'apporter le minimum d'hygiène malgré l'étroitesse de son espace. C'est très important l'hygiène, mais c'est ce qui fait que les gens viennent acheter avec toi. Bien vrai qu'on est au bord de la route, mais on fait tout pour que les clients soient satisfaits. L'insuffisance d'hygiène alimentaire, l'utilisation abusive de pesticides font partie des causes d'intoxication alimentaire et évoquées par le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. Le dernier cas d'intoxication alimentaire est relevé à Kwapekou dans le département de Gagnoa. L'Institut veille à l'hygiène dans les hôtels et restaurants. À la suite de ce contrôle, nous délivrons des certificats de salubrité. C'est des certificats qu'on donne pour 1 an.
et nous repassons, voir si les conditions toujours sont perdues. Si les conditions ne sont pas bonnes, nous retirons le certificat. Le renforcement des contrôles sanitaires pour la délivrance des certificats de salubrité sera accentué dans les réceptifs hôteliers et les restaurants en prélude à la Cannes 2023. On dit que la violence est une absence d'amour. Le viol, l'excision, la maltraitance des enfants orphelins, toutes ces violences qui nous pourrissent la vie sont un frein à notre épanouissement, à notre bonheur. Je vous invite à aller voir Kaonam. C'est un magnifique film d'Adeline Camara qui dépeint ce type de violence dans notre société. Generosa Quadio l'a vu, Sephora Zegui aussi, elle nous en parle. Sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre, notamment le viol, la maltraitance d'enfants orphelins et l'excision et son corollaire de difficultés. C'est le travail réussi par la productrice Adeline Camara à travers sa fiction intitulée Kaonam, tirée de son livre Une féminité amputée. Un long métrage de 120 minutes qui relate l'histoire rocambolesque de Kaonam, une jeune fille atypique. Pour l'avant-première de ce film, de nombreux cinéphiles et acteurs ont fait le déplacement. On nous dit que tel fait est interdit. Donc ces peuples-là, par respect de leur tradition, perdus dans la chose et ils ne veulent pas la laisser partir. Le message nous interpelle tous pour qu'on puisse nous remettre en situation, nous remettre en cause pour arrêter cette histoire d'excision. Ça ne sert à rien. La fiction Kaonam, réalisée par Aboubakar Sourajiden, s'inspire de faits réels pour le changement de mentalité. Une femme excisée a droit à être épanouie, à être heureuse, à vivre comme les autres femmes, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas demandé dans sa vie. Kaonam, une satire plébiscitée par Jeanne Cassi, fonctionnaire amoureuse du 7e art. Il y a eu beaucoup de thèmes traités. Chacun des spectateurs aujourd'hui sera un porte-flambeau de cette lutte contre l'excision, contre les mutilations faites aux femmes, contre toutes les violences faites aux gens. C'est l'occasion pour l'équipe de production de la fiction Kaonam, dirigée par Adeline Camara, de faire un plaidoyer pour un soutien financier de l'État pour une plus large promotion et diffusion des œuvres cinématographiques ivoiriennes. Ils sont au nombre de 44, tous auditeurs de justice issus de l'INFEJ, l'Institut national de formation judiciaire. Et cette semaine, ils ont prêté serment au palais de justice du Plateau. Maintenant que cela est fait, ils sont prêts à prendre définitivement service. Laetitia Kwasi, Walter Amadou Ouattara. Prestation de serment pour ces élèves magistrats après une année de formation théorique à l'Institut national de formation judiciaire. Ces 44 auditeurs de justice sont aptes à entamer l'étape de la formation pratique, une phase importante qui leur permettra d'expérimenter leurs compétences avant le revêtissement définitif de la toge de magistrat. Vous venez de prêter chacun très solennellement, en présence des éminentes personnalités, mais aussi en présence de vos proches, le serment de garder le secret professionnel et de vous conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. Vous pouvez donc être fiers d'avoir obtenu par votre travail le droit de revêtir aujourd'hui cette robe qui est le symbole de votre consécration à l'œuvre de justice. C'est des stagiaires, il faut faire preuve d'humilité pour chercher à apprendre. Quand on est stagiaire, on cherche à apprendre. On n'est pas là pour se comporter comme un titulaire, mais à apprendre, à poser des questions, à faire tout ce qui peut être fait pour avoir la pratique. Et surtout la bonne pratique, parce que vous allez dans les juridictions, c'est comme dans tous les services, vous pouvez trouver des bonnes pratiques, vous pouvez trouver des mauvaises pratiques. Il faut s'atteler à l'apprentissage des bonnes pratiques. Cette formation pratique au sein des juridictions s'étendra sur une année. 4 milliards de francs CFA, voilà le montant injecté par le Conseil régional de l'Agnébé-Tiassa dans la réalisation de plusieurs infrastructures à Bolouville dans le département de Tiassalé. On parle entre autres de collèges de proximité, de centres de santé et d'adduction en eau potable pour le bonheur des populations. On part à Bolouville avec Patricia Omoetia.
À l'occasion de sa visite dans la sous-préfecture de Golouville, département de Tia-Salé, le président du conseil de l'Agnébi-Tiassa, Pierre Demba, vient ainsi répondre aux doléances des populations. Cette première étape a été marquée par l'inauguration des collèges de proximité de Binao et de Boussoué. Le collège moderne de Golouville, qui a reçu ses premiers élèves en janvier 2023, a été construit dans le cadre du contrat de désendettement et développement C2D. Nous ressentons vraiment une immense joie parce que je sais que nos problèmes essentiels seront résolus. Le ministre lui-même l'a dit. Les actions de développement de Pierre Demba ont continué dans le village de Botindé avec la pose de la première pierre de la maternité du village. C'est un village enclavé et les femmes pour accoucher, il fallait prendre la moto pour y arriver. Monsieur le ministre a décidé d'offrir à ce village-là, peuplé de 6 000 habitants, une maternité permettant aux femmes d'accoucher sur place. Dans le village d'Akungun, l'infrastructure la plus importante a été l'inauguration du pont pour désenclaver la région. Long de 15 km, l'ouvrage seul a coûté un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Avant tout se passait sur le fleuve. Nous nous déplaçons par la voie fluviale. C'était la seule voie qu'on avait, pas des pirogues effectivement. Voilà, jusqu'à un passé récent, quand la saute de feu est venue, pour qu'on ait une route qui mène vers Sikansi, mais très dégradée. Donc il faut dire que franchement, c'est le jour qui s'élève. Aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que j'estime que ce que nous venons de faire, c'est vraiment apporter là où il faut le développement. Amen. Nous avons apporté la joie de vivre à des familles. Ce village était un campement. Aujourd'hui, vous voyez qu'Onedougou est devenu un village. Et j'ai vu que le bâti a augmenté parce qu'on a mis l'électricité, on a mis l'eau. À l'occasion, Pierre Demba a exhorté les populations de toutes ces localités à prôner la paix et le vivre ensemble, gage d'un développement durable. C'est donc de passer en revue les investissements réalisés et qui apportent vraiment un changement dans la vie de nos parents, mais également pris les besoins nouveaux qui sont nécessaires pour vraiment parachever le développement. Écoutez, le pont coûte 1 milliard. Le centre de santé qu'on a inauguré, qui comprend une partie maternité, une partie dispensaire, plus le logement de l'infirmier, complètement équipé, a coûté autour de 200 millions. Et puis, écoutez, il y a d'autres investissements, l'électrification. Donc, quand on prend l'ensemble des investissements ici, on n'est pas à moins de 4 milliards d'investissements. C'est avec le soutien du gouvernement, des partenaires et du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa que toutes ces infrastructures de développement ont été réalisées pour un coût global d'environ 4 milliards de francs CFA. Des actions de développement qui ont réjoui les populations des différents villages de la sous-préfecture de Golouville dans le département de Tia-Salé. Et de Tia-Salé, on met le cap sur Bongouanou, c'est dans la région du Moronou. Sur place, le chef de la tribu Essandanin invite les populations à la culture de la paix et du vivre ensemble. Depuis Bongouanou, la correspondance d'Herman Niamien. La cohésion et la paix dans le Moronou. Un vœu cher à Nana Ngaza IV, chef de la tribu Essandanin de Bongouanou. Pour lui, la simple volonté ne suffit pas. Il faut que la population démontre par leur attitude qu'elles veulent véritablement vivre dans une société apaisée. C'est tout le sens de cette cérémonie qui a pour objectif de prôner l'importance de la cohésion au sein des communautés. Tout le monde chante la paix, tout le monde crie, on tient des réunions, des rassemblements pour la paix, mais il y a quelque chose qui doit permettre effectivement cette paix. C'est le respect des us et coutumes, des principes, des lois qui régissent la société. Les populations, par leur mobilisation, ont démontré qu'elles épousent la vision de leur chef. Elles se sont donc engagées à poser des actes qui vont consolider la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région. Elles ont profité de l'occasion pour rendre un hommage mérité à leur chef, lauréat de plusieurs prix nationaux et internationaux pour sa promotion de la paix. Ces prix récompensent les efforts et sacrifices endurés par Sa Majesté Nana Ngaza IV à la promotion de la chefferie ivoirienne en assumant plusieurs responsabilités. La région du Moronou étant secouée ces dernières années par des problèmes de chefferie, Nana Ngaza IV invite ses pairs et la population tout entière à privilégier le dialogue afin de renforcer la cohésion et la paix dans tout le royaume du Moronou.
Travailler ensemble est gage de réussite. Une collaboration police-population aboutira forcément à un résultat probant. C'est le message que la police nationale vient de passer aux habitants de Méagui. Seuls des efforts conjugués pourront permettre de lutter efficacement contre l'insécurité. Témoignage, Jean-Marc Djadji, Ibrahim Sissé. La région de la Nawa et celle de San Pedro étaient sujettes ces derniers temps à des cambriolages et agressions qui troublaient le sommeil des habitants. La police nationale est montée au créneau. Elle a interpellé plusieurs individus. Le commissaire Roger Yeokolo rencontre la population de Méagui qu'elle invite à plus de collaboration. Dans la région de la Nawa, précisément à Soubré, le commissariat de police a procédé à plusieurs interpellations. Les interpellations sont du fait de la collaboration de la population. À cet effet, je voudrais inviter les populations à collaborer étroitement avec la police afin de nous aider à mettre hors d'état de nuit tous ces malfrats qui sévissent dans notre région. S'unir pour lutter contre le banditisme, mais aussi renforcer les liens de fraternité entre les communautés. Les garants de la loi ont invité les habitants de Méagui à ne pas rompre le dialogue, mieux à l'entretenir. Je lance un appel à la population de collaborer avec sa police, d'apporter les renseignements, de les soutenir par leur information quotidienne pour qu'ils soient plus efficaces contre le banditisme. Et je pense que ce ne sera pas la première. Il va en avoir plusieurs pour qu'ensemble, nous puissions être policiers sans être habillés. L'efficacité d'un corps habillé, c'est la population. Les agents de police exhortent les motocyclistes à se conformer aux règles de la circulation routière. On va parler éducation à présent et pour cela, je vous amène à Yamoussoukro où nous attend Kader Sorodogo et nous parle du lancement de Gender Tour, un concept initié par l'INPHB, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Lycée Mami Adjoua, elles sont venues des lycées et collèges de Yamoussoukro pour prendre part au lancement de Gender Tour, un concept de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, qui veut susciter l'intérêt des filières scientifiques de ce pôle de formation d'ingénieurs et de techniciens par excellence chez les jeunes filles du secondaire. Cela est aussi un moyen de nous montrer que ce n'est pas seulement réservé qu'aux hommes et que nous pouvons toujours nous insérer dans ce milieu et c'est vraiment une joie pour moi de recevoir ce prix. Gender Tour veut atteindre 30% de filles dans les filières scientifiques d'ici 2026. Le directeur général de l'INPHB y tient. Les filles, qu'elles s'orientent d'abord, déjà depuis le collège, vers les filières, les séries scientifiques, puisque c'est là que nous recrutons. Et après, qu'on ait le vivier suffisant pour venir puiser parmi ces jeunes filles, celles qui seront meilleures pour entrer au sein de l'INPHB dans les filières techniques et technologiques de l'INPHB. Plusieurs filles, meilleures élèves de Yamoussoukro, ont été récompensées. Pour la rentrée 2022-2023, sur 176 admis en classe préparatoire technologique, filière maths physique et sciences de l'ingénieur, 36 sont des filles. En physique-chimie, elles étaient 8 pour 105 admis. On rentre à Abidjan et on en vient à cette signature de convention entre l'INSAC et l'Université des Beaux-Arts de Tétouan au Maroc et l'École des Beaux-Arts de Marseille en France. Une collaboration qui favorisera la mobilité de personnel et d'étudiants et accompagner ces derniers dans leur professionnalisation. On en sait plus avec Serge Pacom-Didi et Sephora Zeki. Des responsables de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan au Maroc et de Marseille visitent l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Des signatures bi- et tripartites de collaboration avec les APAD, l'École des beaux-arts d'Abidjan, est le motif de cette rencontre. Cette convention consigne le fait que aussi être un outil de plus pour qu'on puisse travailler ensemble, pour s'ouvrir sur de nouvelles perspectives. C'est une coopération maintenant historique depuis 2006. Pour preuve, plus de 40 étudiants sont venus à Marseille étudier en échange l'Institut national. Donc entre l'INSAC et l'INBA
de Tétouan qui avaient aussi des choses à faire ensemble. Ça nous semblait naturel de poursuivre avec une convention tripartite. Favoriser la mobilité d'étudiants et du personnel à court et moyen terme, accompagner les artistes émergents dans leur professionnalisation sont entre autres les objectifs de ces différentes collaborations. Un appui donc à la formation pour faire de nos étudiants des professionnels aguerris, des entrepreneurs artistiques de demain. Il s'agit pour l'INSAC d'accroître son dispositif pédagogique, notamment par la coopération culturelle internationale, par le partenariat, pour permettre à nos différents étudiants d'affiner leur formation de base, de profiter de l'expérience de l'internationalité. Des visites guidées des différentes écoles de l'INSAC et d'autres structures d'animation artistique d'Abidjan ont marqué cette rencontre. Je vous le disais au sommaire, les représentants de l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine à partir de lundi. C'est ce qu'a annoncé donc un communiqué conjoint des États-Unis et de l'Arabie saoudite. Selon Washington, les deux parties se sont également engagées à ne pas intensifier leurs affrontements d'ici lundi soir. Elles ont également promis de faciliter l'acheminement et la distribution d'aide humanitaire et de retirer leurs troupes des hôpitaux et des bâtiments de services publics. Voilà qui nous conduit au second chapitre de ce 13h, le Dimanche Magazine. Notre invité est de retour en plateau. Il nous a rejoint à l'instant. Bienvenue encore, Monsieur Aounou. Je vous propose qu'on plante le décor avec cet élément vidéo signé Grace Kando. La 6e édition du Salon international de la géomatique, tenue du 27 au 28 avril à Abidjan, a réuni environ 4000 participants venus d'Afrique et d'Europe. Cette rencontre a été un cadre d'échange d'expériences entre divers acteurs du domaine de la géo-information et du développement local autour du thème « Géo-intelligence et gouvernance des territoires, quel apport des solutions de géo-information à la gestion des collectivités africaines pour un développement durable ». Plusieurs panels ont été animés au cours de ce salon par des experts de la géo-information. Le Salon international de la géomatique est un rendez-vous biannuel. Cette année, les réflexions ont porté sur la problématique du développement durable des collectivités locales africaines. Merci à vous, Grace Kando. Monsieur Jacob Aounou, vous êtes donc directeur du numérique et de l'ingénierie au CNTIG. Le CNTIG, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En fait, le CNTIG, c'est le Comité national de télédétection et d'information géographique. Nous sommes sous la tutelle de la primature. Et notre rôle, c'est de développer des bases de données cartographiques et des outils d'aide à la décision, qui sont des applications qui permettent au ministère, aux collectivités territoriales d'avoir des outils de géoinformation pour la planification du développement. Et voilà 30 ans que vous existez, 30 ans d'existence. En 30 ans d'existence, si vous devriez en faire un bilan, vous diriez quoi? Alors, en 30 ans d'existence, il faut dire que nous sommes à l'ère du changement numérique. Auparavant, le CNTG, c'était une structure simplement de cartographie. Aujourd'hui, nous sommes une structure qui développe les systèmes d'information géographique et nous avons un impact réel sur l'économie ivoirienne, dans la transformation même de l'économie de façon numérique. Nous avons au moins une trentaine d'applications cartographiques qui sont développées non seulement pour les ministères sectoriels, mais également pour les collectivités, qui permettent quotidiennement de pouvoir gérer les différents problèmes que rencontrent les Ivoiriens. Et également, la population peut interagir via ces systèmes-là pour pouvoir indiquer à leurs élus locaux quelles sont les difficultés que ces populations-là rencontrent. Vous l'avez dit, vous travaillez avec des outils cartographiques. Donnez-nous quelques exemples d'outils que vous avez pu mettre en œuvre. Alors, nous avons par exemple le système Carte scolaire, qui est une application qui permet de pouvoir, qui aide l'éducation nationale à faire un certain nombre de planifications en termes de création d'écoles. Donc, c'est un outil qui permet de géolocaliser tous les établissements scolaires sur le plan national. Donc, et savoir aussi où il en manque, où il faut en construire. Exactement. Quelles sont les localités où les enfants sont obligés de parcourir plus de 5 km pour pouvoir accéder à des écoles scolaires. Ces localités, normalement, devaient bénéficier
d'une école. Donc ça permet à l'État de faire une planification à court et moyen terme en termes de capacité pour répondre aux besoins de nos enfants. Et il y a aussi la carte sanitaire. Il y a la carte sanitaire, il y a la carte emploi, il y a même la carte des infrastructures routières qui permet de pouvoir de voir en temps réel quelles sont les infrastructures routières, quel est l'état en termes de bitume, les infrastructures routières, les non bitumées, etc. Et ça, la carte emploi permet par exemple de voir quelles sont les localités où le taux de chômage, le taux de pauvreté est très élevé. Et ça aide l'État à pouvoir cibler sa politique. Vous le savez en ce moment? Oui. Vous l'avez déjà fait? Quelle est la zone où le taux de chômage est plus élevé ici? Bon, je n'ai pas ça en tête. De tête comme ça, vous ne pouvez pas le dire. Voilà. D'accord. De quels outils vous disposez pour réussir tout cela? De quelles expertises vous disposez? Alors, nous avons l'expertise humaine d'abord. Nous avons au sein du CNTG plusieurs expertises. Nous avons les ingénieurs géomètres, nous avons les ingénieurs statistiques économistes, nous avons les ingénieurs cartographes, nous avons également les économistes, les sociologues, les planificateurs. Tout cela se met ensemble pour développer des solutions d'aide à la décision. Mais nous employons des outils de GPS, qui sont des outils classiques, mais également aujourd'hui, nous disposons des drones qui permettent de pouvoir cartographier plus rapidement l'information géographique, de restituer et d'aider nos systèmes à être beaucoup plus optimaux en termes d'impact sur la population. Et le traitement de ces informations géographiques, vous le dénommez la géomatique. En termes plus simples, c'est quoi la géomatique? Alors, la géomatique, c'est le domaine qui s'occupe de la collecte d'informations géographiques, de son traitement, de son analyse et de sa visualisation. Par exemple, lorsque nous voulons savoir quelles sont les localités qui doivent bénéficier de construction de nouvelles écoles, c'est là où on utilise la géomatique pour répondre à cette problématique-là. Si nous avons besoin, par exemple, de savoir quelle est la dégradation de nos forêts, la science de la géographie nous permet de pouvoir faire sortir tout ce qui s'est passé depuis lors jusqu'à aujourd'hui et de montrer l'évolution de notre couvert forestier, ainsi de suite. C'est ce que la géomatique fait. Et la géomatique et géographie vont-elles ensemble? Alors, l'information géographique, c'est l'information qu'on peut placer sur la surface de la Terre. Mais la géomatique développe des outils pour exploiter cette information géographique. Donc, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est quoi les avantages de la géomatique? Alors, les avantages de la géomatique, c'est très important. Ça permet d'abord de digitaliser notre territoire, de savoir quels sont les problèmes et où sont les problèmes. Parce que lorsque on dit, par exemple, le taux de chômage de la Côte d'Ivoire est de tel %, il faut savoir quelles sont les localités où ce taux de chômage est élevé. C'est à cela que la géomatique intervient. Ça permet à nos autorités de cibler vraiment leur politique et de régler le problème. De régler le problème là où ces problèmes-là se posent. Et c'est vrai que la géomatique n'est pas très connue du grand public, ou alors ce n'est pas utile vu que ce n'est pas le grand public qui en a véritablement besoin. Ce sont nos autorités, c'est cela. C'est pour cela que vous ne la vulgarisez pas beaucoup. C'est plutôt le contraire, puisque l'impact est au niveau de nos populations. Et la géomatique est beaucoup vulgarisée depuis 2012 dans le salon que nous organisons. Le salon qui est à sa 6e édition aujourd'hui. Exactement. Donc le salon international de la géomatique est orienté dans ce sens-là. L'objectif de ce salon, c'est de pouvoir diffuser l'information géographique, la géoinformation, son utilité, non seulement pour planifier le développement, mais également son utilité pour nos populations et permettre à la population d'interagir avec ses élus locaux. Ce sont des outils quand même qui sont aussi adaptés, aussi utiles pour les populations. Et c'est donc pour le faire connaître, en tout cas cet outil-là, que vous organisez le salon. Ouais. Le salon international donc, de la géomatique. Exactement. Qui a lieu ici à Abidjan. Exactement. Il faut dire que le CNTG est l'initiateur du salon international de la géomatique et depuis 2012, nous abordons un certain nombre de thématiques. Par exemple, le salon, les éditions précédentes ont permis de pouvoir traiter les thématiques comme la résilience face au changement climatique, les questions de gestion des territoires, les questions de gestion des crises comme la pandémie de Covid-19. Donc, nous avons développé un certain nombre de solutions pour la surveillance spatiale des terres
qui ont vraiment eu écho au niveau des décideurs. Et nos partenaires de la géoinformation profitent de ce salon-là pour pouvoir aussi présenter les différents outils qu'ils ont à leur niveau dans les différents pays du monde. D'accord. La 6e édition a donc lieu ici à Abidjan. Il faut dire que toutes les éditions, depuis la création du salon, ont lieu à Abidjan, parce que le CNTIG en est l'initiateur. C'était les 27 et 28, et le thème, c'était géo-intelligence et gouvernance des territoires. Quel apport des solutions de géo-information à la gestion des collectivités africaines pour un développement durable? Qu'est-ce à dire exactement? Alors, il faut dire que les thématiques suivantes, ce sont des thématiques qui ont un impact sur le développement d'un pays. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les 60% de la population vont habiter, 60% de nos populations vont habiter les grandes villes. Donc il y a un certain nombre de problématiques qui se créent en termes de mobilité, en termes de gestion du territoire, en termes de ressources même. Donc la 6e édition qui a eu lieu au Sofitel Hôtel du 27 le mois dernier, oui. Avril, s'est focalisé sur les outils de géoinformation pour aider les collectivités territoriales à faire face aux enjeux, aux nouveaux enjeux de mobilité, aux enjeux climatiques, aux enjeux même de mobilisation des ressources propres pour pouvoir faire face aux besoins de la population. D'accord. Et quel bilan vous en faites de ce salon? Alors, les ententes ont été, qu'on appelle au-delà de nos estimations. Nous avons eu jusqu'à 4000 participations et 200 invités prestigieux venus de tous les pays. Une quinzaine de pays d'Afrique et de l'Europe ont participé à cet événement. Les élus, que ce soit les gouverneurs des villes, ont pris part à cet événement. Les maires également, que ce soit les maires au niveau de la Côte d'Ivoire comme dans les différents pays frères, ont participé également à cet événement. Les présidents des districts et des régions également ont pris part à cet événement. Donc c'était un événement qui a eu une ampleur inestimable. Et aussi, il faudrait rappeler que, comme nous avons instruit cet événement au cœur de la gestion des villes, les participants ont eu vraiment l'expérience partagée de toutes les expertises, que ce soit l'expertise africaine que venue d'ailleurs. Un partage d'expérience, mais aussi un partage d'outils. Exactement. Il y a eu plusieurs outils qui ont été présentés. Donc, par exemple, l'outil que le CNTG a présenté, qui est l'application e-commune pour la mobilisation des ressources propres. Cet outil permet de géolocaliser les contribuables dans un territoire comme la commune et de pouvoir gérer efficacement ces contribuables. La commune, c'est ce qui a dû être apprécié par les élus locaux qui ont fait le déplacement. Et pour la Côte d'Ivoire, M. Aouno, quelles sont les retombées? Alors, il faut dire d'abord que c'est une visibilité pour le pays, parce qu'Abidjan était la capitale de la géomatique. Et Abidjan a accueilli l'ensemble des élus locaux qui sont venus visiter notre pays. Donc c'est déjà, comment on appelle, un avantage très important pour notre pays. Mais également, lors de ce salon, les 201 communes se sont fait représenter et elles ont profité pour pouvoir être informées sur les outils de géoinformation qui existent pour les aider dans leur gestion. Et il faut dire que nous avons profité de cette occasion pour signer un certain nombre de partenariats avec non seulement la Direction générale de la décentralisation, le DG de la décentralisation a signé un partenariat avec le CNTG pour faciliter la diffusion, l'emploi des outils de géoinformation dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire, qui va les aider à pouvoir gérer et à pouvoir planifier le développement local. Nous avons également, lors de ce salon, fait d'autres signatures telles que le protocole d'accord avec le réseau international des institutions africaines qui finance les collectivités, RIAFCO, où le président et le DG du CNTG ont signé un protocole d'accord. Et cela va permettre au CNTG d'exporter ses savoir-faire, d'exporter ses outils de géoinformation, notamment de faire la diffusion du produit e-commune dans les pays frères de l'Afrique. Il faut dire que le réseau couvre déjà 13 pays, donc c'est vraiment important pour la Côte d'Ivoire de
partager son expérience. Son expérience. Le CNTIG qui dispose donc d'expertise véritable. Dernière question, M. Aounou. Vous l'avez dit, hein, la géomatique nous permet de prévenir des inondations, la sécheresse, en somme, les grandes catastrophes. Et la pandémie de Covid-19, vous l'avez vu venir? Alors, la pandémie 2019 a eu lieu, a été déclenchée en Chine. Donc, les outils que nous avons développés sont des outils qui fonctionnent pour pouvoir prévenir les grandes catastrophes en Côte d'Ivoire. Mais il faut dire que nous avons eu à répondre efficacement, à aider l'État à pouvoir faire face à ces retombées, aux retombées de la COVID-19, en développant ce que nous appelons le COVID tracking. Et ce COVID tracking a permis à l'État de pouvoir savoir quelles sont les localités qui peuvent être touchées et de répondre plus efficacement et de préserver la vie de nos populations. Merci. Merci. Monsieur Aounou, Jacob Aounou, directeur de l'ingénierie et du numérique au Comité national de télédétection et d'information géographique. Je rappelle que vous êtes venu nous instruire spécialement sur la géomatique, autrement dit, le traitement informatique des données géographiques. Vous nous en avez vanté les mérites, les avantages qui sont du moins considérables. Et puis, on a fait un bref bilan du Salon international de la géomatique qui a eu lieu le mois dernier ici à Abidjan. Merci encore à vous et on espère vous revoir très vite. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Grand merci pour votre confiance surtout. On se retrouve ici même vendredi prochain à 13h.